Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue à votre émission Opinion. Opinion qui a le plaisir d'accueillir ce dimanche Monsieur Mbaye John, maire de Ngoundiane, député à l'Assemblée nationale, secrétaire général de l'AFP. Monsieur John, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Pascal, je salue l'ensemble des téléspectateurs de Walfadjri sur vos différentes plateformes et je vous remercie pour cette invitation et ainsi que vos collaborateurs qui vous accompagneront dans cette émission. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez plusieurs casquettes, je l'ai dit tantôt, dont celle de secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès. Vous êtes membre fondateur du Front pour la défense de la République, un front qui a justement appelé les Sénégalais samedi, hier, à se joindre à un grand rassemblement appelé Nyartou National pour dénoncer entre autres la vie chère, mais également le recul de l'état de droit. Une manifestation qui n'a finalement pas pu se tenir parce que vous avez refusé justement la délocalisation proposée par le préfet pour des raisons de risque de troubles à l'ordre public. Finalement, avec ce qui s'est passé, l'interdiction de la manifestation, n'avez-vous pas finalement le sentiment d'être passé à côté d'une grande fête, j'allais dire, de la démocratie, où vous aurez pu délocaliser votre manifestation, la tenir correctement et laisser le régime également tenir la sienne? Je vous remercie Pascal pour cette question que vous m'avez posée et qui permet quand même de lever quelques équivoques. En réalité, le FDR n'avait pas été initiateur de la marche de l'opposition qui était programmée hier. Le FDR a initié une marche le 31 octobre dernier et qui avait été autorisée par le préfet de Dakar, même s'il avait changé l'itinéraire que nous avions retenu. Et nous rendons grâce à Dieu. Cette marche s'est tenue dans des conditions extraordinaire, a connu un franc succès parce que toutes les composantes du FDR, parti politique comme mouvement, mais également d'autres forces politiques de l'opposition et des citoyens qui ne sont pas d'accord de la façon dont le pays est dirigé, s'étaient jointes à nous et nous avons réussi une très belle mobilisation. Et la marche d'hier était initiée par d'autres Sénégalais de l'opposition qui ne sont pas du FDR, mais qui s'étaient même joints à nous quand nous organisions la marche du 31. Eux avaient pris l'initiative de faire une contre-manifestation appelée Nyartou. Et quand ils sont venus rencontrer le FDR, naturellement, nous leur avons marqué notre accord pour les soutenir. Et effectivement, le FDR avait pris toutes les dispositions pour les accompagner. Malheureusement, cette manifestation n'a pas été autorisée par le préfet de Dakar, ce que nous regrettons, parce qu'il n'y a rien qui justifie que l'autorité puisse ne pas accepter que des Sénégalais qui sont dans le droit de manifester le désaccord par rapport à la gestion de ce pays, qui ont pris toutes les dispositions que les impose la loi, ont choisi un site, rien n'empêchait au préfet d'autoriser cette marche. Ce qui est évident, c'est qu'il leur a proposé un autre lieu. Ça ne les convenait pas. Donc il lui appartient de prendre les dispositions pour encadrer la manifestation. Malgré les risques? Mais malheureusement, je pense que les risques étaient maîtrisables. La preuve, le nombre de forces de l'ordre qui ont été déployées hier sur le site du terrain de Sacré-Cœur était largement suffisant pour encadrer la manifestation. C'est d'autant plus regrettable parce qu'il faut le reconnaître, ces derniers mois, on a noté quand même beaucoup d'autorisations de manifester que le préfet de Dakar et les autres préfets des autres départements ont y autorisé. Donc, je pense dans cette continuité, ils devaient accepter que les gens qui ont initié ce Nyartou national puissent organiser leurs manifestations et qu'ils prennent les dispositions pour l'encadrer afin qu'il n'y ait pas de débordement. Parce qu'entre les deux sites où se tenait la manifestation du parti au pouvoir et la manifestation de l'opposition, il y a quand même une distance assez appréciable qui les sépare. Donc rien ne justifie, et c'est regrettable parce que le charme de la démocratie voudrait également que s'il y a des Sénégalais qui sont d'accord avec le régime, qui ont fait des kilomètres pour venir les soutenir, on devait permettre à d'autres Sénégalais qui ne sont pas d'accord
en tout cas d'exprimer leur désaccord selon les formes qu'ils souhaitent. Et donc finalement, le Niarto national a été interdit. Est-ce qu'il ne faut pas, enfin finalement, est-ce que les organisateurs ne devraient pas s'en prendre à eux-mêmes? Je ne veux pas les juger. Je pense qu'ils étaient dans leur droit. Peut-être à leur place, je n'aurais pas agi de la sorte, mais je ne peux pas les juger. Ils ont choisi de manifester le jour où le parti au pouvoir avait organisé son meeting. C'est leur façon de voir la chose. Donc, moi, je ne peux pas les juger. Donc, je pense qu'ils ont d'autres opportunités de programmer d'autres manifestations, mais je pense que leur volonté, c'était de le faire le même jour où le parti au pouvoir. Donc, leur enlever ce droit, à mon avis, c'est regrettable. Le préfet n'avait pas le droit de le faire. Et c'est bien regrettable parce que rien ne l'interdit. Rien ne l'interdisait d'autoriser cette manifestation. Alors, plusieurs manifestants ont été arrêtés, dont voilà, certains leaders. Et je pense d'ailleurs certains militants de l'AFP. Vous avez de leurs nouvelles? Oui, ils ont été finalement libérés, mais on n'aurait jamais dû les arrêter parce qu'ils n'ont rien fait pour être arrêtés. On a arrêté des jeunes de l'AFP, de Sacré-Cœur, qui étaient sortis. Ils avaient le droit de porter des casquettes AFP, des casquettes qu'ils avaient gardées encore parce qu'on les avait lors de la manifestation du 31. Et le porte-parole adjoint de l'AFP, Babacar Sokhna, lui également, avec quelques leaders comme notre grand frère Talla Sylla, et beaucoup ont été brutalisés. Et c'est regrettable. Je pense que c'est des choses quand même, le Sénégal a des avancées démocratiques, et je pense que nous pouvons quand même utiliser les forces de l'ordre pour restaurer l'ordre, mais non créer le désordre et arrêter des citoyens pour un oui, pour un non. Ça n'a aucun sens. Et je lance un appel aux autorités, donc en charge de la sécurité de ce pays, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, qui en tout cas le cercle de décision de l'ensemble des autorisations ou des refus pour qu'ils en tout cas reviennent à la raison et qu'ils sachent que les Sénégalais ont le droit de manifester s'ils prennent les dispositions légales dans les délais légaux pour pouvoir organiser les activités qu'ils souhaitent pour montrer leur désapprobation par rapport au régime. La manifestation du 31 organisée par le FDR a été un succès. Celle d'hier a été finalement interdite, disons une manifestation avortée. Quelle sera la suite sur le terrain de la contestation? En tout cas, pour le FDR, dont je maîtrise bien l'agenda, il est décidé de continuer ce genre de manifestation, mais mieux de les délocaliser. Le débat, c'est de savoir si on va les faire dans la banlieue. Il y a une partie des leaders qui pensent qu'il faudrait, après la manifestation de Dakar, parce qu'il faut le préciser, la manifestation du FDR que nous avions organisée le 31, c'était une manifestation des militants de Dakar. Donc, on n'a pas fait venir aucun militant de l'intérieur du pays. Quand je dis Dakar, c'est la région de Dakar. Donc, mais ça a été organisé dans le département de Dakar. Donc, les perspectives, c'est voir comment le décentraliser dans la banlieue, Pikine, Rufisque, Guédiawaye, Keur Massar, ou aller dans des régions comme la région de Thiès. Le débat a été posé, mais ce qui est constant, c'est que les activités vont continuer. Est-ce qu'on va faire des marches ou on va faire des meetings? Ce qui est évident, c'est que nous allons continuer à mobiliser les Sénégalais, les sensibiliser davantage sur les dérives de ce régime, et nous le ferons de façon pacifique, dans la légalité, mais également dans le respect de l'état de droit, mais tout en s'arrogeant en tout cas les droits que nous confère la constitution de notre pays. Et je pense que nous sommes assez outillés, c'est des partis assez responsables, c'est des leaders assez responsables pour mener ce combat, pour éveiller les Sénégalais, pour les encourager à maintenir le combat, pour en tout cas continuer à susciter l'espoir par rapport en tout cas au combat que nous voulons gagner. C'est de rétablir l'ordre dans ce pays, renforcer les acquis démocratiques et relancer le développement de notre pays. En tout cas, la manifestation du régime s'est bien tenue au parking du stade Léopold Sédar Senghor avec le PASTEF. Quand vous dites, tout à l'heure, vous avez parlé du FDR qui a organisé avec uniquement les militants de Dakar, c'est une pique à l'endroit du PASTEF par rapport à ce rassemblement d'hier. Ils ont choisi de mobiliser le président Ousmane Sonko à parler de terrain meeting. Donc c'était évident qu'il ne se limitait pas à
une circonscription administrative de Dakar-Pikine. Non, il a appelé tous ses militants, et je pense que les militants sont venus de partout, de l'intérieur du pays, mais même de l'extérieur. Mais ce qui est évident, c'est que sur la forme, je pense que tout un chacun a son avis. Je pense que d'aucuns pensent que il n'avait même pas intérêt à organiser ce meeting si c'était juste pour délivrer le message qu'il a délivré hier. Je pense que le jour où il a déclaré qu'il allait organiser un terrain meeting, il avait annoncé une importante déclaration. Je pense que ce jour-là aurait suffi pour délivrer le message, et je pense que tous les Sénégalais l'auraient entendu. Il a choisi de faire un meeting. Aujourd'hui, il a les moyens. Ils ont les moyens parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent pour faire venir des militants. Ouais, c'est normal pour ils ont les moyens, c'est leur choix. C'est leur façon de communier physiquement avec ces militants. On peut lui concéder, c'est son droit le plus absolu. Que voulez-vous dire? L'urgence est ailleurs? Aujourd'hui, je pense que les priorités sont ailleurs. C'est-à-dire? Les gens qui sont venus de Touba, les gens qui sont venus de Thiès, les gens qui sont venus de Kaolack, les gens qui sont venus même de la banlieue. Je pense que les sommes d'argent qu'on a décaissées pour les faire venir, pour les entretenir, auraient pu servir à adoucir les souffrances dans lesquelles une bonne partie de ces Sénégalais vivent. C'est sous cet angle-là que je le vois. Maintenant, l'objectif était ailleurs, on peut leur concéder ça. Mais je pense que personne ne niait que la mobilisation exceptionnelle, parce qu'ils ont mis les moyens, parce qu'il a annoncé des déclarations importantes. Les Sénégalais avaient envie de venir l'écouter, ses militants, ses partisans avaient envie de venir l'écouter, mais naturellement, ils ont mis les moyens pour faire venir les gens. Mais je pense que pour le discours qu'il a tenu, nous aurons l'occasion de venir sur le fond. Ça ne valait pas la peine de dépenser des centaines de milliards. Comme il l'a dit, eux-mêmes, ils ont dépensé de leur argent, mais d'autres Sénégalais, comme il l'a dit, ont contribué 5 millions par-ci, 10 millions. Il dit que c'est légal, reste à vérifier. Mais tous ces millions auraient pu permettre à des Sénégalais de régler leurs problèmes. Combien de Sénégalais aujourd'hui sont encore dans les eaux? Ils sont nombreux à Touba. Parmi les gens qui sont venus de Touba, je suis après sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas quitté leur domicile. Ils ont quitté une école, un abri provisoire qu'ils ont abrité. Il en est de même dans la banlieue. Les militants de la vallée du fleuve Sénégal, les départements de Kanel, Podor, Matam, Bakel, ils ont voulu manifester le vendredi dernier. On leur a interdit encore, c'est une manifestation et c'est regrettable, parce que le préfet n'a pas le droit de leur interdire de marcher, parce qu'on leur a promis 8 milliards. Ces 8 milliards-là auraient été décaissés, d'après le ministre de l'Hydraulique. Ces 8 milliards ne sont pas arrivés aux populations de Bakel, ni de Ranérou, ni de Podor, ni de Matam. Mais ils avaient le droit de manifester. Vous pensez que les millions qu'on a dépensés hier, ces gens-là n'en avaient pas besoin? Bien sûr qu'ils en avaient besoin, parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas encore dans leur salle de classe, parce que les salles de classe sont occupées. Donc c'est sous cet angle-là que je dis que la manifestation aurait pu être évitée. Que l'opposition organise des manifestations avec les moyens, mais c'est tout à fait normal. Mais qu'un parti au pouvoir, aujourd'hui, qui a une urgence de trouver des solutions aux problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés, il laisse ces problèmes-là, il organise à coup de centaines de millions ou dizaines de millions une manifestation. Je pense que c'est là où se trouve le problème. Il faut comparer ce qui est comparable. Même si l'opposition avait beaucoup d'argent pour mettre dans des manifestations, on n'en a pas. Mais même si elle l'avait, s'il le fait, c'est normal. Parce que l'État, l'opposition n'a pas aujourd'hui la responsabilité directe de régler les problèmes des Sénégalais. C'est un parti, avec ses alliés, qui a présenté une offre aux Sénégalais. 54% leur ont fait confiance, ont sanctionné les gens qui étaient là. Et les gens qui étaient dans l'opposition et qui aspiraient à prendre le pouvoir, ils les ont choisis. Depuis 2 ans presque, ils sont là. La situation économique du pays, elle est stagnante. Les problèmes sont récurrents. L'économie est les secteurs clés de l'économie sont aujourd'hui en veilleuse ou au ralenti. Donc, je pense que les urgences sont à ce niveau. C'est la question de la campagne agricole qui se profile à l'horizon. Aujourd'hui, les paysans n'ont pas une idée à quel prix l'arachide sera acheté ou vendu.
Aujourd'hui, on n'a aucune idée du financement de cette campagne agricole. Je pense que les urgences sont à ce niveau. Les universités, à peine les portes de l'université sont ouvertes, à peine les étudiants sont partis en moment de grève. À Kaolack, les étudiants sont en grève depuis 48 heures. Ils comptent prolonger. Parce que les problèmes qu'ils avaient trouvés en 2024, c'est ces problèmes qui sont encore là. Ils sont pour nos infrastructures insuffisantes, des restos non fonctionnels, des lits insuffisants, des amphithéâtres insuffisants, des salles de classe de cours insuffisantes, des moyens de transport insuffisants. Mais je pense que les urgences sont à ce niveau. Les urgences sont les écoles qui ont du mal à démarrer parce que beaucoup sont dans des abris provisoires qu'on avait promis d'éradiquer. Ils sont encore là. Les urgences, Pascal, c'est ces épidémies qui sont aujourd'hui dans notre pays. La fièvre de la vallée du Rift et l'autre aujourd'hui qui sont en train de gagner toutes les régions de ce pays. Les urgences sont à ce niveau. Et je pense qu'un gouvernement responsable devait donner la priorité à cela et non à des festivités, réunir des milliers de gens pour leur délivrer un message qu'on aurait dû passer par une vidéo, en tout cas par un tweet, pour leur permettre en tout cas de savoir ce que leurs leaders pensaient de la situation de ce pays. Oui, mais encore que sur le fond, on va y revenir. Oui, on va y revenir sur le fond, mais c'est peut-être aussi l'intérêt d'un tel rassemblement, rassurer les militants, rassurer les Sénégalais que les engagements pris avant d'arriver au pouvoir sont respectés. Ces engagements, beaucoup ne sont pas respectés. Et malheureusement, les Sénégalais ne vont plus le juger, le PASTEF, parce qu'il a réussi à faire un terra-meeting ou un extra-terra-meeting. Malheureusement, ils se trompent aujourd'hui d'objectif. Ce qu'ils avaient réussi à faire dans l'opposition en mobilisant des Sénégalais qui croyaient en eux, ce n'est plus valable. Les Sénégalais vont le juger sur les promesses de campagne. Et mieux sur certains engagements qu'ils avaient pris et qui n'ont pas tenu. Et je vais y revenir. Malgré cette grande mobilisation, certains n'ont pas hésité de parler de congrès, peut-être avant l'heure, une manière pour le président du PASTEF de dire « je suis là, je serai là en 2029 ». Je pense que c'est une cuisine interne. Franchement, la personne que le PASTEF désignera en 2029, que Dieu fasse que nous tous soyons là encore. Ça dépend des organes internes du PASTEF, ça dépend du président actuel, Bassirou Diomaye, qui a été élu par le PASTEF et ses alliés, ça dépend d'Ousmane Sonko aujourd'hui, qui est le président du PASTEF, et pour qui tous les regards sont tournés vers le fauteuil présidentiel. Et je pense qu'eux-mêmes, ils l'ont avoué. J'ai entendu une autre autorité du PASTEF dire que leur rêve le plus fou, c'est d'élire le président Ousmane Sonko à la présidence de la République. Je le souhaite vivement, si c'est pour l'intérêt de ce pays. Mais en attendant qu'il soit élu président de la République, il est le premier ministre de ce pays, il dirige le gouvernement de ce pays. Il est à la tête de ce gouvernement grâce à la confiance du chef de l'État. Et ensemble, ils ont nommé, sur sa proposition, le président de la République a nommé des ministres. L'urgence, c'est de s'attaquer aux problèmes de ces Sénégalais, mais non de s'attaquer à des Sénégalais. Aujourd'hui, parmi ces Sénégalais, il a attaqué la magistrature de façon injuste. Et c'est la énième fois qu'il le fait. Je pense que le président Ousmane Sonko doit pour une fois respecter la justice de notre pays. Il ne devrait pas mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans la justice. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, penser que la justice doit toujours aller dans le sens de ses intérêts, c'est parce qu'on n'est pas démocrate. La justice de ce pays a eu à prendre des décisions pour le président Ousmane Sonko, des décisions favorables alors qu'il était dans l'opposition. Ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui que toutes les décisions que la justice de ce pays prendra seront à sa faveur. C'est regrettable. Nous sommes dans un système démocratique. Et malheureusement, on a tendance à croire que lui, il se substitue à la justice de notre pays. De quel droit il s'arroge pour dire que quiconque parlera de dette cachée n'existe pas, on va t'amener en prison. Mais ce n'est pas le procureur de la République. Mais de quel droit il s'arroge pour dire que si on parle des fonds secrets, on doit aller en prison? Mais ce n'est pas le procureur de la République. Les gens vont continuer à parler de la dette, Pascal. Nous étions avec le ministre des Finances
à l'Assemblée nationale où nous avons commencé les travaux de commission pour l'examen de la loi de finances 2026. Mais à la première séance, il fallait voter la dette, les budgets des institutions. Nous avons une séance très intéressante avec le ministre des Finances où nous sommes revenus sur cette dette, où nous avons posé des questions. Et de façon très responsable et de très bonne foi, il a donné des éléments de réponse, mais qui nous ont permis d'avoir beaucoup plus d'informations. En un mot, il nous a dit qu'il a commandité 4 rapports de sa propre initiative au cabinet Mazars. Un cabinet qui est bien connu. 4 rapports au cabinet Mazars pour statuer sur la dette. Parce qu'il voulait avoir une position beaucoup plus neutre. La Cour des comptes, c'est un démembrement de l'État, c'est une institution de l'État. On peut le taxer de connivence, même si c'est des magistrats assermentés qu'on reconnaît. D'autres pensent qu'il peut être manipulé. Qu'à cela ne tienne, je pense que c'est des magistrats qu'on doit respecter. Mais le cabinet Mazars est l'un des cabinets les plus grands au monde. Généralement, ils étaient même dans le Big Five pour qui connaît les grands cabinets au monde, Ernst & Young, Deloitte, KPMG. Mais Mazars est un cabinet reconnu pour son sérieux, Forvis Mazars. Donc, il a voulu avoir une position beaucoup plus neutre. Et il nous informe avoir reçu 4 rapports. Le premier rapport concerne la dette de l'État du Sénégal, l'État en tant qu'entité centrale contractée par le ministre des Finances, sur la dette de l'État auprès des banques locales sénégalaises. Le deuxième rapport concerne la dette de l'État, je parle toujours de l'État central, auprès des bailleurs extérieurs. Et le troisième rapport concerne la dette des structures publiques et parapubliques. Il a cité exactement Air Sénégal International, AIBD, Petrosen, pour ne citer que celle-ci, la dette de ces entités au niveau du système bancaire local sénégalais. Et un quatrième rapport qui concerne l'utilisation des ressources tirées de cette dette. Donc ces rapports seraient déjà disponibles. Et c'est ces rapports qui ont permis au FMI de donner un avis et ont permis d'apprécier que le rapport entre la dette et le PIB est de 132% au lieu de 119%, tel que ça a été annoncé par la Cour des comptes. Mais j'ai remercié monsieur le ministre pour toutes ces informations. Mais je l'ai dit, monsieur le ministre, je suis tout à fait très sensible à votre volonté d'éclairer la lanterne des députés que nous sommes. Mais puisque ces rapports sont disponibles, et vous les avez fournis au Fonds monétaire international, il faut les rendre publics. Qui lui a permis de se prononcer, de se donner un avis. Qu'est-ce qui vous empêche de les rendre publics? Mais rien ne vous empêche. La deuxième chose, même si vous ne les rendez pas publics, nous, députés à l'Assemblée nationale, la deuxième institution de ce pays, en charge en partie de contrôler l'action du gouvernement, vous pensez que ces rapports ne doivent pas nous être destinés? Donc nous avons besoin de ces rapports. Et moi, je veux savoir également, en attendant de savoir le contenu, est-ce que ces rapports ont été contradictoires? Parce qu'en audit, la notion contradictoire, elle est importante. Quand tu fais un rapport sur la gestion de quelqu'un, d'une personne physique, une personne morale, tu as besoin d'avoir son avis. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ces rapports ont été contradictoires et est-ce que nous pouvons disposer de ces rapports pour nous faire notre propre opinion? C'est à partir de ce moment que nous pourrons savoir si nous pouvons nous limiter au rapport, aux conclusions de Fortis Mazars, ou nous devons continuer le site. Mais en attendant, personne ne peut nous empêcher de parler de la dette, parce que c'est une question qui nous préoccupe en tant que citoyens sénégalais, parce que nous tous, nous allons payer cette dette. 2, ça m'intéresse parce que je suis un acteur politique. Les destinées de ce pays me concernent. Je veux savoir comment mon pays est géré et quand je vais parler de ce pays en termes d'alternatives, de solutions, que je chasse sur quel référentiel je vais me baser. Mais 3, ça m'intéresse en tant que député à l'Assemblée nationale. Nous avons en charge le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, cette dette qui a polarisé, qui a caporalisé le débat politique, et les gens se réfugient derrière cette dette pour ne pas trouver des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés, cette question mérite d'être élucidée. Donc le président Ousmane Sonko ne peut pas empêcher aux Sénégalais, en tout cas des Sénégalais comme moi,
de parler de la dette de façon très responsable. S'il parle des fonds politiques, oui, les gens vont parler des fonds politiques. Parce que c'est un engagement qu'il avait pris. Dans les 3 premières années, il avait dit... Mais hier, il a parlé dans cette batterie de mesures de l'OFNAC, de projets de loi qui ont été votés. Ça fait même pas 6 mois, alors que dans son engagement, il a dit que c'était dans la première année. On a dépassé largement la première année. Ça veut dire que même pour les fonds politiques ou fonds spéciaux, donc il a considéré que c'est du riba. Donc c'est bon de manger, de bouffer du riba pendant 3 ans. Après tu délibères. Ensuite, après, tu les légalises sous forme de dépenses qui seront légalement acceptables. Mais il y a de la contradiction. Et nous pensons que les engagements sont tellement forts qu'il faut les respecter. C'est eux qui avaient pris ces engagements. Je pense qu'il leur appartient de respecter ça. C'est à partir de ce moment que les Sénégalais vont les juger. Les Sénégalais vont les juger à partir du respect de ces engagements, à partir de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Ils ne vont pas les juger parce qu'ils ont organisé un terra-meeting ou un extra-terra-meeting pour mobiliser des milliers de Sénégalais. C'est à partir de là. Ce qui était valable quand il était dans l'opposition, ce ne sera plus valable. Et malheureusement, il se trompe lourdement. Il dit que en 2027, le PASTEF va remporter 90% des collectivités territoriales. Qu'il sache que les Sénégalais qui avaient voté pour le présidentiel, pour l'essentiel, il en avait marre du régime qui était là. Il voulait changer du régime. Le candidat du PASTEF, tout le monde était d'accord qu'il était le mieux placé pour faire gagner. C'est différent d'une élection locale. Les élections législatives, les Sénégalais ont été conséquents avec eux-mêmes. Les Sénégalais ont été conséquents avec eux-mêmes. Ils ont élu un régime qui n'avait pas une majorité à l'Assemblée nationale. Il fallait leur donner cette majorité pour gouverner. Mais depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais? Les élections territoriales, ce n'est pas une élection présidentielle. Et je ne suis pas sûr que si l'élection présidentielle se tenait aujourd'hui, le PASTEF allait la gagner à 53%. Je ne suis pas sûr. Encore que, je ne suis pas sûr que si une élection législative se tenait aujourd'hui, il allait avoir 130 députés. Les Sénégalais ont autant déchanté, vous pensez? Mais bien sûr. Mais qu'ils se trompent lourdement. Il n'y a aucun baromètre aujourd'hui objectif qui lui permet de lui dire que le PASTEF va gagner à 90%. Ce n'est pas à partir de leur réalisation, ce n'est pas à partir du respect des engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis des Sénégalais, mais ce n'est pas la présence de leur leader au niveau local qui leur permet de gagner ces élections. Les élections locales, c'est des élections territoriales. Ce n'est pas des élections nationales. C'est entre un maire sortant et des candidats du même terroir. Et c'est les populations du terroir qui vont apprécier qui est le meilleur à mesure d'apporter les destinées de leur localité à des lendemains meilleurs. S'il pense qu'il a réussi un terra-meeting, qu'il va gagner les élections, il n'a qu'à continuer dans cette dynamique. Dans 1 an, quand on va organiser, dans 1 an, quelques mois, quand on va organiser les élections, il saura que le PASTEF n'est plus majoritaire dans ce pays. En tout cas, du point de vue des engagements, il y a cette volonté de reddition des comptes. Il en a parlé hier, il a parlé de beaucoup de rapports. Ce fameux rapport, ces 3 rapports de la Cour des comptes, cet autre rapport de l'IGE qu'il aurait reçu et pour lequel il aurait même fait des recommandations au président de la République. En tout cas, sur cet aspect de la reddition des comptes, on pourrait quand même le reconnaître, beaucoup d'efforts. Il a aussi parlé du PRODAC. On peut quand même reconnaître à l'État beaucoup d'efforts dans ce sens. Moi, je pense que, l'AFP l'a toujours dit et je le répète, nous sommes à 100% pour la reddition des comptes. Quel que soit le Sénégalais, à quel niveau il puisse être, s'il a détourné 1 centime de ce pays, il doit le rembourser. Ça, c'est notre conviction. Et nous encourageons la reddition des comptes. Mais il y a beaucoup d'amalgames. Quand le candidat, le président Ousmane Sonko, dit moi, en tant que Premier ministre, j'ai transmis le rapport au président de la République, j'aimerais savoir. Parce que ces rapports sont destinés au président de la République. Effectivement. Qui doit le transmettre aux différentes institutions. Donc, il parle d'un rapport perdu. Je ne sais vraiment pas comment aujourd'hui une institution comme l'IGE ou l'IGF
où la Cour des comptes, des institutions aussi prestigieuses peuvent perdre un rapport dans le circuit. Dans le gouvernement, pour une raison ou pour une autre, l'autorité peut décider de retirer ou déclassifier un rapport. Mais quand il va dans les archives de la Cour des comptes, ce rapport doit pouvoir exister à tout moment, à n'importe quelle heure. Donc je ne vois pas la notion de perdre rapport. Mais à supposer que ce rapport soit perdu, même quand on le retrouve, il doit être destiné au président de la République, il ne doit pas être destiné au Premier ministre. Il appartiendra au Premier ministre, au président de le donner au Premier ministre. Mais cela n'est pas le plus important. Ce qui est évident pour moi, c'est que tous les rapports aujourd'hui doivent être déclassifiés. Il a parlé d'un rapport de 2 milliards concernant une autorité qui est dans leur entourage, qui serait épinglée par un rapport de 2 milliards. Mais ils n'ont qu'à déclassifier ce rapport. Parce que je suis d'accord avec lui. Quand il pense que la personne n'est pas exempt de reproches dans sa gestion, et franchement, si tu penses que tu es dans une direction de transparence, de bonne gouvernance, tu ne dois pas s'encombrer de ces trucs. Encore que, si je comprends bien, c'est pas un militant de Pastef ou un responsable de première, c'est un allié. Oui, c'est un allié qui est un ministre. Vous voulez parler d'Abdourahmane Diouf, en fait. Non, il a parlé de deux rapports. Il a parlé d'un rapport d'une autorité épinglée par un rapport de 2 milliards. Il n'a pas cité de nom. Oui, de nom. Mais il a parlé d'un ministre de la République qui aurait été épinglé dans la gestion d'un dossier avec des surfacturations dans son marché. Mais tout le monde a pensé au ministre Abdourahmane Diouf, à cause de la dernière actualité, la sortie du ministre Abdourahmane Diouf pour, en tout cas, apporter son soutien à la ligne de réconciliation lancée par le président de la République. Et à mon avis, c'est le seul ministre qui a été muté de département. Donc, naturellement, les gens ont pensé à lui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que moi, Premier ministre de la République, j'ai dans mon gouvernement un ministre qui est épinglé, soit des éléments probants, je le sors du gouvernement, ou moi-même je quitte le gouvernement si le président de la République ne veut pas ce ministre soit limogé. Mais tu n'as pas à le déplacer, c'est déplacer un problème. La preuve, il y a d'autres ministres qui ont été cités dans des scandales. Ils n'ont pas été changés de ministère, le ministre de l'hydraulique. On l'a cité dans le scandale de la LONASE. On ne l'a jamais changé de ministère. Alors que le DG de l'ONAS qui était en fonction et qui a été limogé a déposé une plainte. Cette affaire n'a jamais été élucidée. Et ce ministre est resté à son poste. Donc, logique pour logique, soit on devait garder ce ministre jusqu'au jour où un rapport va l'épingler. Et le président de la République et le Premier ministre vont prendre une décision de le garder ou de le limoger, soit on le limoge carrément du gouvernement. Donc, je ne pense pas que un Premier ministre qui, dans le meeting de son parti au pouvoir, puisse affirmer de façon péremptoire que un ministre est cité dans un scandale de surfacturation, de concussion, que ce Premier ministre puisse cohabiter avec ce ministre. Ça fait désordre. Et je pense qu'il appartiendra au président de la République de prendre ses responsabilités, parce que je ne vois pas comment un Premier ministre qui est chef du gouvernement, donc la tutelle de ce ministre, peut-il cohabiter. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai vu dans la presse d'aujourd'hui une honorable députée dire que il ne va pas voter le budget de ce ministre. Et je ne suis même pas sûr dans quelles conditions ce ministre sera accueilli à l'Assemblée nationale par les députés. Donc tout ça, ça fait désordre. Et j'en appelle à la haute autorité du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, de restaurer l'ordre. Parce que ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas le Premier ministre. Le gouvernement doit travailler dans la sérénité, dans la cohésion, dans la solidarité. C'est à partir de ce moment qu'on va régler les problèmes des Sénégalais. Parce que ce ministère a été déplacé, s'il s'agit de Abdourahmane Diouf, du ministère de l'Enseignement supérieur, qui a ses problèmes. On en a longuement discuté avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom. Il a été déplacé de ce ministère qui a des problèmes, mais il va dans un autre ministère où on a autant de problèmes. La question de l'environnement, la question du développement durable,
la question des changements climatiques. C'est un ensemble de problématiques qui devaient être gérées. Donc je pense mettre un ministre, un ministre à ce département aussi important, dans un climat d'austérité, d'animosité avec le Premier ministre, ça n'arrange pas ce pays, ça n'arrange pas les urgences qui nous attendent, ça n'arrange pas le Premier ministre, ça n'arrange pas le Président de la République et ça n'arrange pas les Sénégalais. Les urgences, elles sont très nombreuses, hein. Vous les avez citées en début d'émission, avec notamment une situation économique très tendue. Le gouvernement qui répond avec un plan de résilience économique et sociale, 5 667 milliards, l'élargissement de l'assiette fiscale, plusieurs réformes fiscales donc pour permettre à l'État de collecter des ressources, 90% des ressources attendues de l'interne. Comment appréciez-vous ces efforts de l'État pour faire face à la conjoncture? Je vais revenir sur la presse et la contradiction qu'on notait également lors du meeting d'hier. Vous avez parlé d'urgence. Mais je pense que l'urgence aujourd'hui, l'une des urgences les plus grandes, c'est la question agricole. Aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu. Les récoltes ont été très abondantes dans beaucoup de zones de ce pays. Il y a quelques poches où la pluviométrie a tardé, qui ont quand même des récoltes en deçà des attentes, mais globalement, surtout dans le bassin arachidier, les récoltes de l'arachide ont été au-delà des attentes. Il faut s'en féliciter le gouvernement pour les efforts faits pour doter donc des intrants, des semences, rendre grâce à Dieu d'avoir donné une pluviométrie. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est de fixer ce prix. Le prix d'achat aux producteurs. Mais mieux, l'urgence, c'est de trouver le financement. Il faut au moins 130 à 140 milliards pour financer cette campagne. La campagne de 2024, celle de 2025 écoulée, il y a encore des dettes qui ne sont pas encore été payées aux producteurs, aux opérateurs économiques et à certaines banques. Donc aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une raréfaction de la ressource dans le milieu bancaire. Les banques ne sont plus liquides parce que la question de la dette, le rééchelonnement de la dette que l'État avait contractée, parce que l'État n'avait pas de ressources pour rembourser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rééchelonné certaines dettes, c'est-à-dire proroger l'échéance, ou les titrer, mettre sous forme de titres refinançables au niveau du marché monétaire, au niveau de la Banque centrale. Mais ça crée un assèchement de la liquidité au niveau du système bancaire. Si ce système bancaire qui doit accompagner l'État pour structurer en tout cas le financement de la campagne, ce système n'est pas assez liquide, ça pose problème. Et ne souhaite pas aujourd'hui qu'on revienne au spectre des bons impayés qui avait traumatisé les Sénégalais. Il ne faudrait pas non plus qu'on pousse les gens à bazarder l'arachide à des vil prix et qui ne permettrait pas à ces paysans qui font beaucoup d'espoir sur la vente de ces produits pour relancer leur activité, qu'on puisse en arriver là. Donc, c'est une très grande urgence. L'autre urgence, c'est la question du secteur du BTP. 500 milliards aujourd'hui, 300 milliards dus aux entreprises du bâtiment, qui sont pratiquement en faillite. Le ministre a essayé de répondre à une de mes questions sur la dette sur la campagne également, et de bonne foi il a répondu, même si j'attends de voir comment le pool bancaire va constituer. C'est la question du BTP. Seulement 75 milliards pour un encours de 300 milliards. Encore qu'il faut aller lever ça au niveau des banques. C'est encore insuffisant. Prenons les Sénégalais qui ont construit des bâtiments, qui sont allés à des banques, qui ont levé des fonds, acheté des terrains, construit à des centaines de millions, des immeubles qu'ils ont conventionnés à l'État. Pascal, figure-toi, il y a des Sénégalais depuis 3 ans. Ils n'ont pas reçu un paiement des loyers de l'État. Ça fait trop. Les urgences, c'est la question de l'éducation, je l'ai dit tout à l'heure, des universités. À peine elles sont ouvertes, à peine les étudiants vont en grève. Parce que les problèmes qu'ils avaient trouvés sont encore là. Les urgences, je l'ai parlé tout à l'heure, c'est la question sanitaire. Et devant cela, aujourd'hui, on nous présente un presse. Encore que les gens parlent de presse, mais je ne vois aucun document légal aujourd'hui
qui approuve ce plan de redressement économique du Sénégal, qui devait être présenté à l'Assemblée nationale. Parce qu'une instance où on regroupe des Sénégalais, du pouvoir public comme du privé, quelle que soit la grandeur de l'instance, quel que soit le nombre de personnes, n'a pas la légalité pour valider un document administratif. Le presse est dans l'illégalité. Le seul organe ou la seule institution qui doit valider le presse, c'est l'Assemblée nationale. Ce document n'a jamais été présenté à l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, ce presse est basé sur les recettes fiscales. Qui doit payer ces recettes? C'est les entreprises, les grandes entreprises, les PME, l'informel, les Sénégalais de toute activité commerciale qui puisse être. Mais aujourd'hui, ces Sénégalais, pour l'essentiel, ces entreprises, elles sont asphyxiées. Prenons le secteur de la presse aujourd'hui. Mais elle est 12 mois asphyxiée. L'État doit aux organes de presse de l'argent. Parce qu'il a trouvé des conventions signées avec l'État du Sénégal. L'État, c'est la continuité. Je ne parle même pas des conventions qui n'ont pas été renouvelées. C'est le droit le plus absolu. Mais les factures échues, le président de la République même avait dit à une rencontre qu'il avait avec une partie de la presse sénégalaise au palais. D'amener les factures. Amenez-moi les factures et on va les payer. Ça fait plus d'1 an. Ces organes de presse ne sont pas rentrés dans leur fonds. Il y a une subvention qui était accordée à la presse. Mais je suis tout à fait d'accord, d'après les chiffres qui ont été sortis il y a quelques mois, qu'il y a une gestion partisane de cette aide à la presse. Il y a des gens qui en bénéficiaient, qui n'en avaient pas le droit. Il y avait du favoritisme. Là, je suis d'accord. Mais qu'on ne supprime pas cette aide à la presse, qu'on la reprenne, qu'on voit de façon très objective, qu'on définisse des critères en termes de taille de groupe, le nombre d'organes, si le groupe a une télévision, a une radio, a un journal, a un site. Mais tu ne peux pas avoir la même part qu'un organe qui a juste un journal, ou qui a une radio, ou qui a une télé. Donc si on parvient à mettre des critères objectifs, on doit pouvoir libérer cette aide à la presse. Mais est-ce que vous pensez que c'est logique que ces entreprises de presse qui ont de la peine à payer les salaires de leurs journalistes, dont certains restent plusieurs mois sans les payer, vous pensez que ces organes de presse ont les moyens de payer l'impôt? Tu vas dans d'autres secteurs, le secteur du bâtiment, qui est en tout cas un très grand payeur d'impôts, de plusieurs types d'impôts. Mais ces entreprises-là, l'État leur doit beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui ont fini de licencier leurs employés pour motifs économiques, et vous pensez que ces entreprises peuvent payer les impôts? Mais naturellement, quand ils basent le presse sur presque des recettes fiscales, parce que les recettes pétrolières et les recettes tirées des exploitations minières ne sont pas au rendez-vous. Mais on doit créer les conditions pour que les acteurs économiques soient en mesure de payer correctement l'impôt. Mais le paradoxe, lui-même, il a dit hier, si la justice continue à fonctionner comme ça, ne payez pas l'impôt, vous pensez que ce n'est pas une déclaration grave? Vous pensez qu'un Premier ministre, venant d'un Premier ministre, fiscaliste de métier, qui base son plan de redressement économique du pays sur les recettes fiscales, doit tenir un discours, même si tu es dans un meeting politique. Mais c'est inciter les gens au manque de civisme. Encore que l'argument utilisé ne tient pas la route. Parce que ce n'est pas parce que la justice n'est pas favorable aux vœux du président du PASTEF que la justice est impartiale. Là, il parle certainement de l'affaire du rabat d'arrêt qui... Mais je pense que quelque part, il est omnibulé par sa candidature. Moi, je pense que la justice sénégalaise est assez responsable. Il a toujours dit que personne ne peut l'empêcher d'être candidat. Mais ce n'est pas à lui de décider. Moi, je serais très heureux que le président du PASTEF puisse être candidat. Parce qu'il y a encore une interrogation sur ce fait avec le rabat d'arrêt. Mais moi, je ne rentre même pas dans ces questions de fond. Moi, je fais confiance à la justice de ce pays. La Cour suprême qu'il accuse, c'est de valeureux magistrats qui sont là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris une décision en sa faveur que c'est des mauvais magistrats. Je ne suis pas d'accord.
tout Sénégalais de ce soir doit se soumettre aux décisions de la justice de notre pays. Mais, je dis encore une fois, je serais très heureux que le président du PASTEF puisse être éligible. S'il pense que la seule contrainte qui peut l'empêcher d'être président de la République, c'est de ne pas être candidat, il se trompe rudement. Il n'a qu'à travailler sérieusement pour les 3 années qui lui restent de ce mandat de 5 ans. C'est à partir de ce moment seulement que les Sénégalais jugeront s'il est demain candidat, qu'il est apte à continuer à gouverner ce pays. S'il pense que c'est dans une situation stagnante, pendant 2029, que les Sénégalais continuent à être dans cette situation, qu'en 2029, il viendra, il claque le doigt, les Sénégalais vont voter pour lui, ils se trompent lourdement. Et je souhaite vivement qu'il soit candidat et qu'il continue à diriger ce pays de cette façon. Il saura que les Sénégalais ne sont liés à personne. La popularité dont il se jouit aujourd'hui, d'autres l'ont eu. Quand les Sénégalais ont fini d'être convaincus que ces gens ont fait leur temps, ils ont changé de cap. Il n'y a aucun leader, quel que soit son charisme, qui peut continuer à être éternellement dans le cœur des 54% des Sénégalais. Il n'a qu'à travailler. C'est à partir de ce moment seulement que les Sénégalais vont juger s'il est lui à être président de la République. Il a suffisamment de responsabilités pour apporter la preuve qu'il peut aider le Sénégal à sortir. Donc ce n'est pas le poste de président de la République qui est forcément important. À son niveau de responsabilité, il peut travailler. Il doit travailler. Et je pense qu'il est conscient que c'est en faisant des résultats qu'en 2029, s'il est candidat, que les Sénégalais vont l'élire. Alors, s'il est candidat, il pourrait certainement vous avoir en face, parce que vous êtes secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès, l'un des rares partis politiques de l'histoire récente de notre pays à avoir fait cette transition avec Moustapha Niasse qui vous a laissé les rênes du parti en tant que secrétaire général du parti. Beaucoup de défis, parmi vos objectifs, le rajeunissement effectivement du parti, l'élargissement du parti, notamment au niveau de la base, mais forcément la reconquête du pouvoir. Depuis votre arrivée, quelles sont les actions concrètes que vous avez posées justement allant dans ce sens, sachant qu'aujourd'hui, les partis politiques classiques, j'allais dire, font face quand même à la montée du populisme. Très difficile donc, en tout cas, pour les partis politiques classiques d'exister dans le contexte actuel. Je suis tout à fait d'accord, je m'en félicite, effectivement. L'AFP a été un des rares politiques, en tout cas, cité parmi les plus massifs à avoir réussi au Congrès avec une transition douce démocratique où le président Moustapha Niasse, de son propre chef, a décidé de se retirer et a demandé aux militants du parti de renouveler les instances, et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'opportunité de succéder à ce grand monsieur. Je pense que les Sénégalais l'ont observé, l'ont salué, même ceux qui ne sont pas de l'AFP, parce que la vie des partis également doit être rythmée par une démocratie interne. On ne peut pas appeler le pouvoir aujourd'hui, les acteurs politiques, à une démocratie alors que dans nos instances, il n'y a pas de démocratie. Je m'en félicite, mais je pense que c'est une page qui est derrière nous. Le Congrès est derrière nous. Ce qui est important pour nous, c'est de relever le défi que l'AFP, aujourd'hui, nous a lancé devant les Sénégalais. C'est de dire aujourd'hui, vous êtes jeunes, vous avez un minimum d'expérience politique professionnelle, vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir-être, on vous fait confiance. C'est à partir de ce moment que nous sommes en train de nous organiser. Effectivement, le parti a été rajeuni dans toutes ses instances, la direction nationale, le mouvement des femmes, les jeunes naturellement, les cadres. Et dans les prochains jours, les étudiants. Tous ces organes sont en train de s'organiser pour massifier la base, pour élaborer des programmes d'animation et de massification et naturellement pour préparer les prochaines échéances. Ces prochaines échéances, c'est les élections locales, municipales et départementales. Autant pour moi, les élections territoriales, municipales et départementales. Et l'AFP est en train aujourd'hui de mobiliser tous ces militants d'abord, dont beaucoup ont été en veilleuse. Parce qu'avec le compagnonnage d'Ambeno, beaucoup ne s'y retrouvaient plus. Parce qu'on avait tendance à donner la faveur dans toutes les communes et les départements
au parti majoritaire, ce qui est normal. Nous étions un parti allié. Mais ça a freiné l'ardeur de beaucoup de militants. D'autres ont préféré même quitter le parti. Donc notre premier chantier, c'est de remobiliser toutes ces cellules dormantes. C'est de faire revenir certains qui n'avaient jamais cessé d'avoir l'AFP dans leur cœur. Mais pour faute d'ambition, l'AFP n'avait aucun horizon en termes de perspective de décliner des ambitions. Les gens voulaient avoir autre chose. D'autres sont partis. Mais certains sont revenus, d'autres ne sont pas revenus. Mais mieux, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais, des acteurs politiques, non politiques, qui pensent qu'à partir de cet exemple que l'AFP a donné, mais également à partir de l'image de cette direction des gens qui la dirigent, des gens qui, de par leur parcours, incarnent un avenir prometteur, les gens pensent que l'AFP peut être une véritable alternative. Nous sommes en train de travailler autour de ces avantages pour massifier le parti, pour en faire en tout cas une force, une des principales forces de l'opposition, à laquelle nous invitons, bien entendu, que chacun puisse travailler, mais que nous nous retrouvions autour de l'essentiel. Parce que je pense que c'est dans l'unité que nous pourrons, en tout cas, relever le défi de reconquérir le pouvoir. Naturellement, il y a toujours des têtes qui sont devant, compte tenu de la dimension de leur parti, compte tenu du charisme de leur leader, mais également on a besoin de tout le monde. Tous les partis politiques qui se réclament de l'opposition ont la place dans ce cadre que nous sommes en train de former. Et je pense que le FDR est parti en tout cas pour fédérer le maximum d'organisations. Ce n'était pas évident avant. Mais quand nous avons réussi la marche du 31, il y a beaucoup de gens, partis politiques et de mouvements qui n'y croyaient pas. Ils sont en train d'adhérer au FDR, qui reste ouvert à tout le monde. Et je pense qu'il y a un cadre d'action, mais demain, qui pourrait servir un cadre pour les prochaines élections à venir, dans laquelle l'AFP entend jouer un rôle majeur. Parce que ce qui est évident, nous n'accepterons plus que beaucoup de nos militants soient mis mal à l'aise dans leur contrée, alors que majorité en termes de poids électoral, en termes de représentativité, personne n'est plus représentatif qu'eux. Aujourd'hui, nous allons respecter la dignité de nos camarades, mais à chaque fois que l'AFP aura les moyens de s'imposer en tant que parti leader d'une zone, il le fera sans concession. Alors, M. John, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais un mot sur Ngoundiane. Vous êtes le maire de Ngoundiane depuis 2014. 2009. PCR en 2009 et maire en 2014. Maire 2014, c'est ça. Donc, plusieurs années à la tête de cette commune. Alors, sur place, les difficultés ne manquent pas. J'en évoque une, les difficultés liées à l'instabilité budgétaire, plus de 150 millions, je pense, de baisse de recettes. Comment cela s'explique? Comment est-ce que vous vivez cela? Écoutez, c'est une baisse que nous avons fini de consommer parce qu'elle était liée à la disparition de la patente qui a été remplacée par la selle. Au départ, la patente, elle était payée par les exploitations minières. Elle était versée directement dans le compte de la commune de Ngoundiane au Trésor. Mais il y a 4 ans, l'État du Sénégal a apporté une réforme pour dire que toutes les communes qui bénéficiaient de la selle vont voir cette recette, la patente vont voir cette recette cumulée et redistribuée aux 558 communes du Sénégal. Ce qui naturellement a engendré une baisse. Il y avait un guichet compensatoire, mais qui est fini. Et malheureusement, c'est une recette qui était importante pour notre commune parce que nous sommes victimes des externalités des carrières, mais malheureusement, cette recette a été mutualisée. Mais néanmoins, la commune de Ngoundiane continue, grâce à l'entregent de son maire, grâce aux ressources dont nous disposons, mais grâce à la vision commune du conseil municipal, à engranger des recettes, à investir dans le développement. Nous sommes l'une des rares communes à tirer sur ses ressources propres pour investir dans le développement. Aujourd'hui, cette année, la commune de Ngoundiane a investi sur fonds propres 100 millions pour l'électrification rurale, a investi 80 millions pour l'adduction d'eau,
parce que tous les villages sont couverts, mais il y a des extensions dans tous les villages et tous les nouveaux quartiers, nous voulons le couvrir en électricité. Donc globalement, tous les secteurs aujourd'hui sont pourvus. La principale difficulté que nous avons au niveau de Ngoundiane, encore une fois, c'est la question de la route qui sépare le croisement et les carrières. Et là, et les routes secondaires qui relient les différents villages que nous sommes en train de réhabiliter. Et depuis 4 ans, avant même l'arrivée de ce nouveau régime, je suis en train de demander à l'État du Sénégal de refaire cette route qui transporte tout le bazar qui construit ce pays. Paradoxalement, ni le régime sortant, ni le régime actuel ne sont prêts à le faire. Mais nous sommes en train de trouver nos propres moyens pour, Inch'Allah, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, refaire la route pour le bénéfice des populations de Ngoundiane qui souffrent de cette route. Mais malheureusement, ça ne fait pas partie des compétences de la commune. Mais nous sommes en train de trouver des leviers grâce à notre réseau relationnel pour pouvoir en tout cas refaire cette route, qu'elle soit fonctionnelle au grand bénéfice de ces populations. Monsieur John, 30 secondes sur la cohabitation avec les entreprises minières. Il y a ce dossier notamment des agents de Sablux licenciés. Vous aviez saisi le gouvernement à l'époque. Qu'en est-il finalement? Non, ce n'est pas Sablux, c'est Talix Mine. Talix Mine. Talix Mine du groupe Talix de notre grand frère Baratal. Oui. Ces emplois ont été licenciés injustement. Et j'ai apporté la preuve quand j'ai eu des échanges avec l'inspection du travail et les dirigeants de cette entreprise qui semblaient vouloir s'enfermer dans leurs décisions. J'ai saisi par une question écrite les 2 ministres du Travail. C'était alors le maire de la ville de Dakar, Abbas Fall, oui. Et le ministre de l'Énergie et des Mines, Biram Souley Diop. Je remercie le ministre des Mines de m'avoir répondu en apportant la preuve que le licenciement est illégal et que Talix devrait dédommager ces travailleurs, mais mieux les réintégrer. Nous attendons l'application, en tout cas, de cette décision, parce que tu me permets également de revenir sur une question ou des questions écrites que j'avais adressées à un autre ministre, cette fois-ci, qui ne m'a pas répondu. Les 8 milliards destinés aux populations de Bakel, oui. Jusqu'à présent, j'attends cette réponse. Et cet argent serait sorti des caisses de l'État, mais n'est jamais arrivé aux populations de Bakel. Et je pense, transparence pour transparence, je vais aller au-delà du ministre qui n'a pas répondu. Je vais interpeller le Premier ministre ou le ministre des Finances pour qu'ils nous disent où sont passés ces 8 milliards, parce que les populations de Bakel les attendent, ainsi que celles de Podor, de Kanel et de Matam. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes là pour tous les Sénégalais. Autant je me bats pour les populations de Ngoundiane, autant je me bats pour celles de Bakel, parce que c'est ça le rôle d'un député. Et j'attends des réponses. Et si, naturellement, il n'y a pas de réponse, je vais demander une commission d'enquête parlementaire, parce que c'est mon rôle également, avec mes collègues, pour que cette affaire soit élucidée. Merci, M. John Bey John, secrétaire général de l'AFP, député à l'Assemblée nationale également. Nous allons parler de Ngoundiane également, parce que vous êtes le maire de cette localité depuis plusieurs années. Merci d'avoir été avec nous. Permettez-moi de saluer les auditeurs, les téléspectateurs de la commune de Ngoundiane, du département de Thiès, de la région de Thiès, mais également tous les militants de l'AFP et de l'opposition qui nous suivent partout au Sénégal, et que la paix règne dans ce pays. Amen. À Thiès aussi, vous êtes nombreux à suivre Walfadjri. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes. À dimanche prochain.